Ma famille a tenté de faire taire la voix de ma fille. Alors, je me suis levé, et j'ai fait ceci. Tout le monde en est resté sans voix. Ma fille de 14 ans, Léa, avait passé 3 jours entiers à répéter un discours, pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Oh, ne te couvre pas de ridicule, a cinglé ma mère. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. Puis, avec un naturel déconcertant, ils ont tendu le micro au fils de ma sœur. Je n'ai pas hurlé. J'ai sagement attendu mon tour de prendre la parole. Je me suis levé, et j'ai prononcé ces quelques mots. Des mots qui ont laissé l'assemblée entière, totalement muette. Nous aurions pourtant dû le voir venir. C'est d'ailleurs ce qui me ronge le plus aujourd'hui. À quel point tout cela crevait les yeux. Ce petit sourire pincé sur les lèvres de ma mère, chaque fois que Léa évoquait son fameux discours. La façon systématique dont mon père changeait brusquement de sujet, dès que nous abordions la question. Cette chaise supplémentaire, coincée à la va-vite à la table des enfants. Et le fait, ô combien révélateur, que le fils de ma sœur ait débarqué en costume 3 pièces. Exactement comme s'il était le maître de cérémonie de cette satanée soirée. Pourtant, malgré tous ces signaux d'alarme, Léa croyait dur comme fer qu'elle avait sa place. Elle s'accrochait à ses fiches Bristol, comme s'il s'agissait de son passeport pour l'acceptation. Comme si, à condition de se tenir suffisamment droite, de répéter suffisamment longtemps, et d'arborer un sourire suffisamment radieux, il finirait par la voir. Vraiment la voir. Elle avait consacré 3 soirées consécutives, enfermée dans sa chambre. Elle murmurait ses répliques face à son miroir, tout en tapotant nerveusement sa cuisse, pour garder le bon tempo. Elle avait rédigé ce discours elle-même. Elle l'avait d'abord imprimé, puis s'était ravisée pour le recopier entièrement à la main. Parce qu'un texte tapé à l'ordinateur, selon elle, paraissait beaucoup moins personnel. Elle avait soigneusement inscrit son nom au dos des feuillets. Juste au cas où elle les laisserait tomber par mégarde. Au cas où quelqu'un les ramasserait, et se demanderait qui s'était donné tant de mal pour cette soirée. Elle n'avait que 14 ans. Elle se trouvait dans cet âge ingrat, coincée entre l'enfance et l'aube de la féminité. Cet âge où l'on est encore persuadé, que faire de son mieux a de l'importance. Où l'on croit naïvement que la sincérité pure, finira par l'emporter sur le poids des traditions. Et que si l'on travaille d'arrache-pied, même les personnes qui vous ont toujours ignoré, finiront peut-être par vous dire, c'est du bon travail. J'aurais dû la prévenir de la façon dont les choses allaient se dérouler. Mais elle était tellement fière de son texte. Elle trépignait tellement d'impatience. Pour une fois, je voulais de tout mon cœur que les choses se passent bien pour elle. La réception se tenait dans la salle de bal d'un grand hôtel, à environ 2 heures de route de notre domicile. Des tables rondes, des flûtes à champagne en cristal, des serviettes savamment pliées en forme de cygne. Un pianiste solitaire, relégué dans un coin, massacrant une version jazzy de My Heart Will Go On. Bref, vous voyez le genre d'ambiance. Nous sommes arrivés en avance. Ma sœur, Kimberly, était bien évidemment déjà sur place. Elle virevoltait d'un bout à l'autre de la pièce avec son porte-bloc, exactement comme si elle supervisait une conférence internationale. Elle nous a accueillis avec un baiser bruyant dans le vide, accompagné d'un retentissant « Ah, vous êtes enfin là !» Comme si j'étais un vulgaire colisure de livraison, et non sa propre sœur aînée. Ethan a prévu une petite animation juste après le dessert, a-t-elle ajouté sur un ton faussement désinvolte. Comme si nous étions tous dans la confidence depuis des mois. Ethan, son fils. 12 ans à peine. Il affichait cette confiance insolente, typique des garçons que l'on applaudit à tout rompre, simplement parce qu'ils respirent. Il portait un blazer sur mesure, pour l'amour du ciel. Mes parents ont affiché un grand sourire, lorsque nous avons franchi les portes. Mon père a adressé un signe de tête expéditif à Léa, accompagné d'un « Salut, la puce ». Ma mère, elle, l'a toisé de la tête aux pieds, avant de lâcher « Mon Dieu, comme tu as grandi ». Puis, ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à Kimberly. À Ethan. Bref, à ces mêmes personnes, qui s'accaparent toujours le micro. Nous nous sommes installés vers le fond de la salle. Pas assez loin pour que cela paraisse impoli, mais suffisamment en retrait, pour qu'il faille un effort conscient pour nous inclure à la fête. Léa n'a pratiquement rien avalé du repas. Elle a picoré du bout de la fourchette. Pendant tout le dîner, elle a gardé une main crispée sur son sac à main. C'est là que reposait son discours, soigneusement plié. Elle en avait prévu 2 copies identiques.
Une dans son sac, et l'autre bien calée dans la poche de son manteau. Au cas où. Je l'observais du coin de l'œil. Je la voyais articuler silencieusement ses répliques, s'entraînant dans un murmure imperceptible. Ses yeux ne quittaient pas le devant de la scène, comme si elle essayait de mémoriser la distance exacte à parcourir. J'ai serré sa main avec tendresse. « Tu es prête ?» lui ai-je soufflé. Le dessert a fait son apparition. Un gâteau au chocolat affreusement sec, escorté de minuscules bonbons à la menthe, auxquels personne n'a touché. Puis, le rituel des discours a débuté. Tante Chérie a ouvert le bal. Elle a raconté une vieille anecdote, sur les leçons de conduite de ma mère dans les années 70. Elle a récolté des éclats de rire polis. Oncle Dave a enchaîné, racontant la fois où mon père avait tenté de réparer un lave-vaisselle, armé d'un simple couteau à beurre. De nouveaux rires ont fusé. Ensuite, Kimberly s'est levée. Évidemment qu'elle s'est levée. Elle avait préparé un diaporama complet, dégoulinant de photos au flou artistique, et de musique larmoyante. Les clichés de leur mariage, de leur première maison, des vacances estivales à la plage. Et bien sûr, des petits-enfants. Mais avec une surprésentation flagrante d'Ethan, cela va sans dire. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir, à mi-parcours de la projection. Une véritable ovation debout a suivi. C'est alors que ma mère s'est levée à son tour, et a annoncé, si quelqu'un d'autre souhaite prononcer quelques mots, c'est le moment idéal. Léa s'est levée. Juste un peu. Pas complètement. Elle s'est levée à moitié, comme si elle voulait tester la solidité du sol sous ses pieds. Ma mère a braqué son regard directement sur elle. Oh, je t'en prie, ne te couvre pas de ridicule. Elle n'a même pas pris la peine de chuchoter. Elle l'a dit à haute et intelligible voix, avec un geste dédaigneux de la main. Comme si elle rendait, en réalité, un immense service à ma fille. Mon père a hoché la tête, en signe d'approbation silencieuse. Léa s'est pétrifiée. Elle ne s'est pas rassise. Elle a simplement cessé de se lever. Ses épaules se sont affaissées d'un coup. Sa main s'est mise à trembler légèrement. Lentement, elle a replié son discours, et l'a déposé tristement sur ses genoux. Puis, sans la moindre pause gênée, le micro a atterri dans les mains d'Ethan. Écoutons quelque chose de plus amusant, a lancé un invité dans la salle. Et la messe fut dite. Ethan s'est lancé, avec l'assurance d'un professionnel, dans un numéro de stand-up. Il a enchaîné des anecdotes à moitié inventées, sur nos fameuses vacances en famille. Il a imité grand-père, s'endormant régulièrement lors des barbecues dominicaux. Il avait même apporté des accessoires pour parfaire son spectacle. L'assemblée riait aux éclats. Quelqu'un a même applaudi, en plein milieu d'une blague. Je ne parvenais pas à regarder Léa. Et en même temps, il m'était impossible de détourner les yeux d'elle. Elle restait assise là, parfaitement immobile. Ses lèvres étaient pincées, et elle fixait un point invisible droit devant elle. Comme si, en restant totalement silencieuse, elle espérait pouvoir disparaître par magie. Lorsqu'Ethan a conclu son numéro, Kimberly l'a serré dans ses bras avec une effusion exagérée. On aurait dit qu'il venait de décrocher une bourse pour Harvard. Ma mère lui a claqué un baiser sonore sur la joue. Mon père lui a donné de grandes bourrades dans le dos. Absolument personne ne s'est tourné vers Léa. Personne ne lui a posé la moindre question. Elle a replié son discours une nouvelle fois, et l'a glissé précipitamment dans son sac à main. Exactement comme s'il s'agissait d'un objet honteux. C'est à cet instant précis, que le maître de cérémonie a repris la parole. Et maintenant, nous allons écouter quelques mots de la fille aînée. Je me suis levé d'un bond. Léa ne m'a pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. Ma mère a esquissé un sourire faible et poli. Mon père, de son côté, a pris une gorgée de sa boisson sans broncher. Je me suis avancé d'un pas ferme vers le pied de micro. J'ai répondu à son sourire. Mais c'était le genre de sourire carnassier, que l'on affiche juste avant de faire basculer le premier domino d'une longue série. Autrefois, j'étais persuadé qu'il n'y avait rien de fondamentalement dysfonctionnel. Ni chez eux. Ni chez moi. Ni dans notre dynamique familiale. Je croyais naïvement que j'étais simplement la fille effacée. L'enfant sérieuse. Celle qui tenait du côté de la famille de papa. Celle qui n'éprouvait aucun besoin de briller sous les projecteurs. C'est le discours qu'ils m'ont toujours servi. Et c'est exactement ce dont je m'étais convaincu moi-même.
Kimberly était l'enfant chéri. Ce point n'a jamais souffert d'aucune contestation. Elle était née pour être bruyante et étincelante. Elle possédait un rire tonitruant et une voix qui portait. Dès l'âge de 5 ans, elle maîtrisait déjà l'art du timing comique à la perfection. Je me rappelle l'avoir vue chanter un medley complet du groupe ABBA, devant mes grands-parents, un soir de Noël. Elle se pavanait avec un boa excentrique, fabriqué à partir de papier cadeau récupéré. Toute l'assemblée l'avait applaudi à tout rompre, comme si elle venait de découvrir le remède à une maladie incurable. De mon côté, je ne faisais jamais de spectacle. Non pas par manque d'envie, mais parce qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'était comme si l'auditoire grimait. Je possédais cette fâcheuse tendance à marquer des pauses. J'avais cette mauvaise habitude de trop détailler mes explications, de tourner en rond, d'hésiter au beau milieu d'une idée. Je bloquais régulièrement sur un mot précis, et je devais recommencer ma phrase depuis le début. Ma voix perdait toujours en assurance, à la fin de mes déclarations. À l'école, mes professeurs me qualifiaient d'élève réfléchi. À la maison, en revanche, on me sommait brutalement de « cracher le morceau, bon sang ». Personne ne m'a jamais dit, ouvertement, que c'était un problème grave. Mais en même temps, personne ne prenait la peine de m'écouter jusqu'au bout. Kimberly décrochait toujours les solos chantés, lors des concerts de l'école. Moi, on me demandait poliment d'aider à ranger les chaises dans le gymnase. À elle, on disait toujours de s'exprimer plus fort. À moi, on intimait l'ordre d'abréger mes propos. Il le disait avec une douceur apparente. Et c'est bien cela qui me ronge encore aujourd'hui. Comme si tout cela n'était qu'une vaste plaisanterie, ou un petit conseil amical pour m'aider dans la vie. Ne fais pas traîner les choses en longueur, ma chérie. Laisse donc les autres parler, maintenant. Et puis de toute façon, tu es bien plus doué pour l'écriture. Je n'ai jamais été diagnostiqué avec un quelconque trouble. On ne m'a jamais envoyé consulter un orthophoniste, ni un psychologue. Personne n'a jamais suggéré que j'avais besoin d'un accompagnement professionnel. J'étais juste catalogué comme étant un peu difficile à suivre. Un peu gauche en société. Demandant un peu trop d'efforts d'attention. Alors, tout naturellement, je me suis ratatiné sur moi-même. Je suis devenue de plus en plus silencieuse. J'ai appris l'art de m'asseoir dans un coin, d'afficher un sourire de façade, et de laisser systématiquement Kimberly s'emparer du micro. Je me suis menti à moi-même, en me persuadant que de toute façon, je ne désirais pas être sous les projecteurs. Et pendant des années, j'y ai cru dur comme fer. Jusqu'à la naissance de Léa. Dès ses premiers jours, elle s'exprimait d'une voix très douce. Elle avait de grands yeux expressifs. Un timbre de voix délicat. Une nature prudente. Cependant, en grandissant, nous avons rapidement remarqué qu'il ne s'agissait pas d'une simple timidité infantile. Elle éprouvait de réelles difficultés à articuler ses mots. Elle commençait souvent une phrase, sa bouche bougeait, mais aucun son n'en sortait. Parfois, elle répétait la première syllabe de sa phrase, 2 ou 3 fois d'affilée, avant de parvenir à la terminer. D'autres fois, épuisée par l'effort, elle abandonnait tout simplement au milieu de son idée, et détournait le regard de découragement. Ce n'était pas un problème discret. Ce n'était pas un handicap qu'elle pouvait facilement dissimuler. Nous avons donc pris la décision de lui faire passer des tests médicaux. Le diagnostic final est tombé, peu après son 6e anniversaire. Un trouble du langage expressif, couplé à un bégaiement aigu en situation de stress émotionnel. Et soudain, comme une révélation brutale, je me suis revu à travers elle. Mais de manière beaucoup plus flagrante. Ses luttes quotidiennes étaient plus bruyantes que les miennes. Sa douleur face à l'incompréhension était nettement plus vive. Toutes ces faiblesses, que j'avais pris tant de soin à flouter, ou à adoucir dans les souvenirs de ma propre enfance, étaient désormais assises en face de moi. Là, à ma table de cuisine. Ma fille tentait, avec l'énergie du désespoir, de m'expliquer ce qui s'était passé à la récréation, et bloquait irrémédiablement sur le 2e mot de sa phrase. Elle a suivi des séances d'orthophonie intenses. Elle a pratiqué ses exercices de respiration avec assiduité. Elle s'entraînait sur des textes imposés. Elle a travaillé avec un acharnement admirable, et elle a fait de réels progrès. Mais ce n'était jamais assez rapide, aux yeux du monde. Ce n'était jamais un phrasé parfait. Et ma famille, dans tout ça? Eh bien, ils ont géré ce trouble exactement comme ils géraient tout ce qui les mettait mal à l'aise, avec un rejet poli, et terriblement distant.
Elle est si mignonne, murmurait-il en aparté. Mais évitons de la mettre dans l'embarras. Laissons plutôt quelqu'un d'autre prendre la parole en premier. Elle a juste besoin d'un peu plus de temps pour grandir. Ils n'ont jamais osé affirmer que c'était de sa faute. Ils ont juste pris grand soin de ne jamais l'inclure dans les activités de groupe. Elle n'obtenait jamais le moindre rôle dans nos petites scènes de théâtre familiales. On ne lui demandait jamais de prononcer le Benedicite lors du grand repas de Thanksgiving. Lors de nos grandes réunions de famille, pendant que tous ses cousins s'adonnaient joyeusement au karaoké improvisé ou racontaient des histoires drôles, elle restait assise dans un coin, réduite au rôle de spectatrice silencieuse. Et là, la vérité m'a frappé de plein fouet. Avec la violence d'un coup de poing dans l'estomac. Il la traitait avec la même condescendance toxique qu'il m'avait infligée autrefois. Sauf que pour elle, la situation était 100 fois pire. En ce qui me concerne, il pouvait toujours jouer la carte de l'ignorance. Il pouvait feindre de ne pas comprendre mon malaise. Mais avec Léa, il n'avait aucune excuse. Il savait parfaitement de quoi elle souffrait. Elle bénéficiait d'un diagnostic médical officiel, d'un plan de traitement rigoureux, et d'un nom précis pour qualifier ses souffrances quotidiennes. Et malgré toutes ces preuves, il continuait de l'exclure du cercle. Comme si c'était la solution de facilité. Comme si imposer le silence rendait les déjeuners de famille beaucoup plus confortables pour tout le monde. Pendant très longtemps, j'ai tenté de me persuader que la situation de ma fille était fondamentalement différente de la mienne. Que je faisais sûrement preuve d'une sensibilité excessive. Que ma famille ne pensait pas à mal, au fond. Qu'il ne s'agissait nullement d'un favoritisme malsain envers les autres enfants, mais d'une simple question de préférence de caractère. Après tout, ils ne m'avaient jamais sollicité pour donner mon avis. Ils m'avaient toujours zappé de leur maudit diaporama de vacances. Et ils se contentaient de m'offrir des mugs bas de gamme, affichant des messages pathétiques du genre « à la sœur la plus correcte du monde ». Mais lorsque j'ai vu ma propre fille se faire brutalement couper la parole, avant même d'avoir pu se lever de sa chaise. Lorsque je l'ai vu serrer contre son cœur ce discours, rédigé avec tant de minutie, répété avec acharnement pendant 3 soirées d'affilée. Lorsque je l'ai entendu se faire intimer l'ordre de « ne te couvre pas de ridicule ». Quelque chose s'est définitivement brisé à l'intérieur de moi. Parce que pour la toute première fois de ma vie, je voyais la scène avec une lucidité absolue. Dépouillé de tous les filtres mentaux que je m'étais fabriqués pour protéger ma santé mentale. Il ne se contentait pas de préférer la compagnie de Kimberly. Il ne se contentait pas de m'ignorer poliment. Il faisait un choix délibéré et conscient. Et il le répétait, encore et encore. Le choix systématique de placer l'enfant bruyante et exubérante au centre de l'attention. L'enfant lisse. L'enfant facile à vivre. Et de maintenir le reste d'entre nous dans une case de subalternes insignifiants. Et aujourd'hui, ils appliquaient ce même traitement destructeur à ma fille. Sauf que cette fois-ci, je n'étais plus une enfant sans défense. Cette fois-ci, j'assistais au massacre en temps réel, sous mes yeux. Et j'en avais plus qu'assez de faire semblant de trouver ce comportement acceptable. Avez-vous déjà vécu un de ces moments étranges, où votre corps se met en mouvement, bien avant que votre cerveau n'ait eu le temps de traiter l'information? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me suis dressé d'un bond, lorsque le maître de cérémonie a annoncé quelques mots de la fille aînée. Ce n'était pas parce que j'avais préparé un discours en cachette. Ce n'était même pas parce que je brûlais d'envie de parler en public. C'était tout simplement parce que je le devais. C'était une question de survie. Léa était toujours assise à mes côtés. Son petit sac à main était hermétiquement fermé. Ses mains étaient sagement croisées sur ses genoux, dans une posture de prière muette. Elle ne me regardait pas. Mais je pouvais ressentir sa détresse. Elle était tendue à l'extrême. Terriblement silencieuse. Humiliée jusqu'à la moelle des os. Ce genre d'humiliation profonde, qui vous colle à la peau et vous hante pendant des années. J'ai saisi mon verre de vin par le pied. Non pas parce que j'éprouvais le besoin de m'enivrer. Mais uniquement parce que cet objet donnait une contenance à mes mains tremblantes, pendant que je marchais vers l'estrade. Le pied du microphone tanguait légèrement. Quelqu'un s'est raclé la gorge, de manière ostentatoire, dans l'assistance. Une fourchette a teinté contre le rebord d'une assiette. Kimberly affichait un air d'ennui poli, et légèrement condescendant. Ma mère triturait nerveusement le fermoir de son bracelet en or. J'ai balayé la vaste salle du regard.
Je les ai tous dévisagés. Ces mêmes personnes, qui s'étaient époumonées à applaudir Ethan il y a 10 minutes, comme s'il était la réincarnation parfaite de Robin Williams. Ces mêmes personnes, qui n'avaient pas remarqué ou qui s'en moquaient éperdument que Léa avait courageusement tenté de se lever. Qu'elle avait eu le cran d'essayer de prendre la parole. J'ai pris une profonde inspiration, gonflant mes poumons d'air. J'avais prévu de prononcer mon propre discours, ce soir, ai-je commencé d'une voix claire. Mais je pense sincèrement qu'une autre personne mérite d'être entendue en premier. L'assemblée s'est mise à remuer sur ses chaises. Quelques regards perplexes se sont tournés vers Kimberly. Un silence de plomb s'est abattu sur la salle de bal, aussi brutalement que si quelqu'un venait de couper le disjoncteur principal. J'ai plongé la main dans mon sac. Je n'en ai pas ressorti mon propre texte. J'ai sorti le discours de Léa. Elle me l'avait discrètement glissé dans la main, à un moment donné de la soirée. Je n'avais même pas réalisé quand, ni comment, exactement. C'était sûrement un réflexe instinctif de sa part. Ou peut-être parce qu'elle savait, au plus profond d'elle-même, que j'étais la seule adulte de cette salle qui en ferait bon usage. Le papier était légèrement froissé sur les bords. L'encre de son stylo était un peu estompée par endroits, là où elle avait repassé les lettres à 2 reprises. Elle avait tellement voulu que son manuscrit soit parfait, et irréprochable. J'ai déplié les feuillets avec un soin infini. J'ai levé les yeux vers la foule suspendue à mes lèvres, et j'ai commencé la lecture. Bonjour à tous. Je m'appelle Léa. Je suis la petite fille de Ronald et Diane. Quelques têtes se sont tournées vers notre table, avec un air intrigué. Quelques sourires polis ont fleuri çà et là sur les visages. Absolument personne n'a applaudi. Pas encore. Je tenais à prendre la parole ce soir, parce que... Eh bien, 40 années de mariage, c'est une éternité. Et j'ai eu l'immense privilège d'observer, de très près, la manière dont vous avez réussi à rester soudés l'un à l'autre. La salle entière s'est pétrifiée. Plus personne ne ricanait nerveusement. Elle avait rédigé son discours sous la forme d'une lettre ouverte. C'était d'une douceur infinie. D'une honnêteté bouleversante. C'était un texte bourré de petites observations du quotidien. Le genre de détails intimes, qui ne peuvent n'être que d'un regard extrêmement attentif, et d'un amour profondément silencieux. Elle y décrivait, par exemple, la façon touchante dont mon père s'empressait de resservir du café à ma mère, le matin, bien avant qu'elle n'ait eu besoin de le réclamer. Elle racontait comment ma mère pliait méticuleusement les sacs cadeaux récupérés, pour les ranger précieusement sous le lit de la chambre d'amis. Elle évoquait leur habitude immuable, de s'installer toujours exactement de la même manière sur le canapé du salon, lors de leur soirée cinéma. Il n'y avait rien de tapageur, ni de spectaculaire dans son texte. C'était juste la vraie vie. Sincère et authentique. J'ai lu son discours dans son intégralité. Mot pour mot, sans en omettre une virgule. Vers la fin de sa rédaction, son écriture changeait subtilement. On sentait qu'elle avait appuyé plus fort sur la pointe de son stylo. Il y avait nettement moins de mots raturés sur le papier. Elle avait écrit ceci: je sais que je m'exprime d'une façon un peu différente des autres. Je sais que je fais de très longues pauses quand je parle. Ou que je dois souvent recommencer mes phrases depuis le début. Mais je tenais absolument à vous dire un immense merci. Et je le pense du plus profond de mon cœur, même si, en le disant, je n'ai pas l'air d'être une fille parfaite. Un silence de mort s'est installé dans la salle. Personne n'a osé bouger le petit doigt. J'ai détaché mon regard des feuilles de papier manuscrites. Ma voix n'avait pas tressailli d'un iota. Mes mains n'avaient pas tremblé d'un millimètre. Elle a répété ce discours, avec acharnement, tous les soirs de cette semaine, ai-je déclaré d'une voix glaciale. Mais ce soir, on lui a catégoriquement refusé l'accès au micro. Le silence s'est fait encore plus pesant. Je l'ai laissé s'étirer en longueur. Juste le temps nécessaire, pour que le profond malaise s'insinue sur chaque table de la salle. Une de mes cousines s'est mise à cligner des yeux frénétiquement. Une autre a baissé la tête, les yeux fixés sur ses genoux avec embarras. Soudain, au fond de la salle de bal, un invité a commencé à applaudir lentement. Puis un deuxième l'a imité. Puis un troisième. Bientôt, des applaudissements polis, mais nourris, ont rempli l'espace. Kimberly est restée pétrifiée sur sa chaise, le visage fermé. Ma mère a gardé ses mains croisées sur sa serviette de table. Parfaitement immobile, comme si elle posait pour une séance de portrait à l'ancienne.
Mais je ressentais physiquement le changement d'atmosphère dans la pièce. Un basculement infime, mais bien réel. Une fois mon devoir accompli, je suis retourné m'asseoir à ma place. Léa n'a pas prononcé le moindre mot. Elle m'a simplement dévisagé. Avec un regard qui semblait dire que je venais de prononcer les mots exacts, qu'elle ignorait avoir tant besoin d'entendre. Peu après, une femme appartenant à la famille de ma mère, s'est approchée de notre table. Elle avançait à pas de loup, comme si elle craignait de nous effaroucher. C'était un texte absolument magnifique, a-t-elle glissé doucement à l'oreille de Léa. Je suis vraiment navré que tu n'aies pas pu nous le lire toi-même. Léa a hoché la tête, presque imperceptiblement. Tu as une plume merveilleuse, a renchéri la femme avec douceur. Ne t'arrête surtout pas d'écrire. Une autre cousine est venue lui donner une chaleureuse accolade fraternelle. Une autre personne lui a lancé, avec un sourire sincère, « Je ne savais pas que tu cachais un tel talent en toi. » Et Léa, eh bien, elle n'a pas exactement souri. Mais quelque chose dans sa posture crispée s'est nettement détendu. Comme si, pour la toute première fois de son existence, quelqu'un l'avait véritablement entendu et écouté. Je n'ai pas affiché d'air de triomphe malsain. Je n'ai même pas jeté le moindre coup d'œil provocateur, en direction de Kimberly. Je n'en éprouvais aucun besoin. Le mal était déjà fait. La vérité crue et cruelle avait éclaté au grand jour. Et pour une fois dans l'histoire de notre famille, ce n'est pas la voix la plus bruyante et arrogante de la pièce, qui a eu le dernier mot de la soirée. Le message vocal incendiaire est tombé sur mon répondeur, le lendemain matin à 6h13 tapante. Ni bonjour, ni aucune formule de politesse. Étais-tu vraiment obligé de nous humilier de la sorte, devant tous nos amis, a craché ma mère, furibonde. Ton intervention était d'une inconvenance totale, et parfaitement inutile. Ton père est fou de rage contre toi. Nous sommes passés pour de parfaits imbéciles. Clic. Aucun, rappelle-moi dès que possible. Ni le moindre, passe une bonne journée. Juste l'expression d'une fureur sourde, et froide, contenue sous un chemisier parfaitement repassé. J'ai passé l'enregistrement en haut-parleur dans la cuisine. Léa était en train d'avaler ses céréales, encore en pyjama, les yeux à moitié collés de sommeil. Elle n'a même pas sursauté. Un autre petit bip s'est fait entendre. Un SMS de Kimberly. Sérieusement? Tu as fait un scandale pareil, juste pour un pauvre bout de papier? Tu as réussi à transformer ta propre fille en une espèce de victime pathétique. Tu devrais mourir de honte. Mourir de honte. Pas pour le traitement humiliant qu'elles avaient infligé à une adolescente. Mais mourir de honte, pour avoir refusé de les laisser étouffer l'affaire dans le plus grand des silences. Je n'ai répondu à aucune des deux. Je n'étais absolument pas d'humeur à décrypter leur agressivité passive chronique, avant d'avoir bu mon premier café de la journée. Mais Léa a soudainement levé le nez de son bol de lait, et a murmuré avec inquiétude, « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, maman ?» Cette simple question m'a glacé le sang. Je me suis assise à côté d'elle. J'ai pris une très longue inspiration. Non, mon ange, l'ai-je rassuré d'une voix douce, mais ferme. C'est juste qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de se retrouver, eux aussi, de l'autre côté de la barrière du silence. On pourrait croire qu'avec le temps, la polémique finirait par retomber comme un soufflet. On pourrait imaginer qu'ils tourneraient la page, et passeraient à autre chose. Mais ce ne fut pas le cas. Les murmures empoisonnés ont commencé à circuler en coulisses. Des cousins s'échangeaient des potins par texto assassin. Des tantes se permettaient d'émettre des avis non sollicités sur mon rôle de mère. Les gens s'interrogeaient bruyamment sur mes véritables motivations. Pourquoi avais-je choisi ce moment précis, si festif, pour piquer une crise de diva dramatique? Les réunions de famille ne sont pas le lieu approprié pour régler ces comptes de la sorte. Que essayait-elle de prouver, au juste, avec sa petite mise en scène? Pourquoi n'a-t-elle pas simplement laissé le petit Ethan profiter de son heure de gloire sous les projecteurs? Oh, je l'ignore totalement. Peut-être tout simplement parce que le cher petit Ethan avait déjà bénéficié de 20 heures de gloire différentes, alors qu'on refusait catégoriquement la moindre minute d'attention à ma propre fille. Mais je ne me suis pas abaissé à me justifier. Je n'ai envoyé aucun SMS groupé pour plaider ma cause, ni passé le moindre coup de téléphone larmoyant pour m'expliquer. Je n'ai pas cherché à débattre avec eux. Je n'ai publié aucun long paragraphe moralisateur sur les réseaux sociaux, à propos de la justice immanente, ou du processus de guérison des traumatismes de l'enfance.
parce que Léa n'avait aucun besoin qu'on mène une campagne de relations publiques en son nom. Elle avait uniquement besoin qu'on lui foute la paix, et qu'on lui accorde de l'espace pour respirer. Et puis, un miracle inattendu s'est produit. Quelques semaines plus tard, un programme municipal pour la jeunesse a lancé un appel à candidature pour des orateurs. Il s'agissait d'une soirée de narration libre, spécialement dédiée aux adolescents qui souhaitaient partager une expérience de vie authentique, face à un public. Léa est tombée sur l'affiche de l'événement, placardée dans les couloirs de son collège. Elle ne m'en a pas touché un mot dans l'immédiat. Mais je l'avais observée s'arrêter net dans le couloir de l'établissement. Je l'avais vue fixer l'affiche avec une intensité palpable, bien plus longtemps que la normale. Je l'avais vue dégainer son smartphone, pour photographier le tract en douce. Le soir même, elle s'est jetée à l'eau et m'a demandé, dit maman. Tu penses que je devrais m'inscrire? Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai répondu avec un grand sourire, je pense que, cette fois-ci, personne d'autre n'a le droit de s'emparer du micro à ta place. Le soir fatidique de la représentation, Léa était d'un calme olympien. Elle n'était pas paralysée par la peur. Elle était juste dans un état de concentration extrême. Comme si elle rassemblait toutes ses forces intérieures, pour trouver son équilibre. L'auditorium municipal n'était pas immense. Il y avait peut-être une cinquantaine de spectateurs disséminés dans les gradins. Des parents d'élèves, des collégiens, 2 ou 3 professeurs curieux. Rien de bien tape à accent grave-l'œil, ni de clinquant. Elle était programmée en toute dernière position, pour clôturer la soirée. Elle portait la même jolie robe, que lors de la désastreuse soirée d'anniversaire. Des chaussures neuves aux pieds, et les cheveux tirés en arrière par une queue de cheval stricte. Lorsque l'animateur a enfin appelé son nom au micro, elle s'est levée de sa chaise avec une lenteur majestueuse. Elle s'est dirigée vers le pupitre avec une assurance troublante. Comme si elle avait prononcé des discours en public, toute sa vie durant. Sa voix a légèrement trembloté, lors de la toute première phrase de son introduction. Puis, son timbre s'est affirmé, devenant clair et assuré. Avant, j'étais persuadé que je n'étais vraiment pas doué pour m'exprimer en public, a-t-elle commencé avec aplomb. Elle a marqué une pause dramatique, maîtrisée à la perfection. Je me disais que j'avais sans doute besoin de m'entraîner davantage. Ou bien qu'il me fallait juste un peu plus de temps. Ou encore, que je devais faire des efforts, pour ressembler un peu plus à tous ces gens, à qui l'on accorde systématiquement le droit de parler. Un silence respectueux et attentif, flottait dans la salle. J'ai rédigé un discours pour la fête d'anniversaire de mes grands-parents, il y a quelque temps. Je l'ai répété, sans relâche, pendant 3 jours entiers. Je me suis chronométré avec précision. Je me suis même entraîné de longues heures, seul devant le miroir de ma chambre. Mais le jour J, quand j'ai enfin voulu me lever pour le prononcer devant la famille, quelqu'un m'a dit, surtout, ne te couvre pas de ridicule. Quelques exclamations indignées, et des murmures de compassion ont parcouru l'auditoire. Elle n'a cité aucun nom. Elle n'en avait absolument pas besoin. Mais je ne me suis pas couverte de ridicule, ce soir-là, a-t-elle conclu avec un sourire éclatant. J'ai simplement attendu de me trouver dans la bonne pièce, face aux bonnes personnes. Et c'était la fin de son intervention. Les applaudissements ont éclaté avec la puissance du tonnerre, avant même qu'elle n'ait eu le temps de quitter l'estrade. Une véritable ovation debout, spontanée et unanime. Des applaudissements francs, massifs, qui venaient du fond du cœur des spectateurs. Rien de poli ni de forcé. Pas de ces réactions théâtrales et fausses, dont ma famille a le secret. L'un des organisateurs de la soirée s'est précipité vers nous à la fin de l'événement. Il a demandé à Léa si elle accepterait, à l'avenir, de rejoindre leur panel de jeunes, dédié à la défense des droits, et à la liberté d'expression. Un autre parent d'élève est venu me glisser, la gorge nouée, votre fille m'a mis les larmes aux yeux. J'espère sincèrement qu'elle n'arrêtera jamais de prendre la parole. Nous sommes remontés dans la voiture, pour rentrer à la maison. Léa contemplait le paysage nocturne qui défilait par la fenêtre. Puis, elle s'est tournée vers moi et m'a avoué, les yeux brillants, je n'imaginais pas à quel point ça pouvait faire ressentir ça, à l'intérieur. Ressentir quoi, mon cœur? La sensation merveilleuse d'être enfin écoutée. Dès le lendemain matin, une vidéo amateur de son fabuleux discours a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Elle avait été partagée avec enthousiasme par un membre de notre famille éloignée, et non par mes soins. Il s'agissait d'une personne qui était présente lors de l'anniversaire maudit. Quelqu'un qui avait assisté, impuissant,
à la scène révoltante où Léa pliait son texte dans un silence humiliant. La vidéo est devenue virale au sein du cercle familial. D'abord partagée avec une certaine prudence, sous le manteau. Puis, de manière de plus en plus effrontée, et publique. Un nouveau message vocal furieux de ma mère a fait trembler mon téléphone. Cette comédie absurde va beaucoup trop loin. Nous sommes traînés dans la boue sur Internet, tout ça parce que nous avons gentiment refusé qu'elle prenne la parole à table. Tu dois arranger ce gâchis, et immédiatement. Arranger quoi, au juste? Absolument aucun nom n'avait été cité dans la vidéo. Personne n'avait été formellement accusé de quoi que ce soit. La seule et unique chose que Léa avait livrée à son public, c'était la vérité nue. Et c'était précisément cette vérité implacable, qui les terrorisait à ce point. Parce qu'il s'avère que, lorsque vous avez passé l'intégralité de votre vie à manipuler la vérité, pour construire un récit à votre avantage. Une seule phrase sincère, lâchée sans le moindre filtre, fait l'effet d'un séisme dévastateur. Un mois plus tard, nous avons reçu une nouvelle invitation, pour un rassemblement familial. L'événement s'annonçait en petit comité, dans une ambiance plus détendue. Des boissons, quelques amuse-bouches, et d'innombrables tentatives pathétiques pour faire comme si de rien n'était. J'ai failli décliner l'invitation avec mépris. Léa n'était pas particulièrement emballée par l'idée de s'y rendre, elle non plus. Mais une petite voix tenace, au fond de moi, m'a soufflé, « Vas-y, laisse-les voir la réalité en face. Montre-leur que nous arrivons la tête haute, sans la moindre once de honte. Fais-leur ressentir tout le poids de la culpabilité, pour toutes ces horreurs qu'ils n'ont pas le courage d'assumer. » Un silence de cathédrale s'est abattu sur le salon, dès l'instant où nous avons franchi le seuil de la porte. Des sourires de façade crispés, des étreintes raides et distantes. Ma mère a tendu, d'un geste sec, un verre de jus de fruits à Léa. Kimberly nous a fait un vague signe de la main depuis la cuisine, avec un embarras non dissimulé. Au beau milieu de la réception, un invité a fait teinter sa fourchette contre son verre. Est-ce que quelqu'un souhaiterait dire un petit mot pour l'occasion? Une pause interminable s'en est suivie. Quelques regards furtifs, et hésitants, se sont dardés sur Léa. Puis d'autres, de plus en plus nombreux. Personne n'a pipé mot. Personne ne s'est permis de l'interrompre. Elle s'est levée de sa chaise. Avec une lenteur calculée. Avec un calme majestueux. Elle a balayé la pièce du regard, avec une sérénité troublante. Elle a fixé cette même pièce, remplie de ces mêmes personnes, qui l'avaient jadis contrainte au silence. Puis, avec un petit sourire en coin, elle a levé son verre bien haut, en portant un toast solennel, à la joie d'être enfin entendue. Et elle s'est rassise, avec l'élégance d'une reine. Pas la moindre salve d'applaudissements. Aucune blague potache pour détendre l'atmosphère. Juste un silence parfait. Le bon type de silence, cette fois-ci. Le genre de silence profond, et lourd de sens, qui prouve de manière irréfutable que, cette fois-ci, absolument tout le monde écoute attentivement le message. 3 mois plus tard, nous étions conviés à une énième sauterie familiale. L'événement se déroulait dans un jardin, avec des flûtes à champagne en plastique bon marché, et des chaises pliantes qui s'enfonçaient inexorablement dans le gazon humide. Comme à l'accoutumée, tout le monde jouait la comédie, feignant que rien de fâcheux ne s'était jamais produit entre nous. C'est alors que mes oreilles ont capté une conversation stupéfiante. Elle nous a vraiment bluffé avec son formidable discours l'autre jour, n'est-ce pas, claironnait ma mère, en s'adressant à un groupe d'invités. Elle parlait avec une voix suffisamment porteuse, pour que ses mots flottent ostensiblement par-dessus la terrasse. Kimberly n'a pas tardé à ajouter son grain de sel, avec son aplomb légendaire, « Oh, vous savez, nous l'avons toujours encouragé à s'exprimer. Je l'ai même aidé à la rédaction de son texte. Je lui ai soufflé d'excellentes idées de formulation. Nous sommes tellement fiers du parcours de notre petite Léa. » Léa se tenait juste à côté de moi, sirotant paisiblement sa citronnade. Elle n'a même pas daigné tourner la tête vers sa tante. Elle s'est contentée de lever un sourcil sceptique, et de marmonner avec sarcasme, « Sérieusement? C'est une blague ?» Je n'ai pas eu besoin de lui répondre. Car la suite de la scène allait s'avérer bien plus savoureuse. Ma mère et Kimberly s'adressaient à Maria. La fameuse cousine qui était assise à notre table, lors du dîner d'anniversaire de mariage. Celle-là même qui avait vu, de ses propres yeux, Léa se lever péniblement pour parler. Celle qui l'avait vu se faire humilier et rabrouer publiquement. Celle qui m'avait observé lire ce papier froissé devant le micro,
pendant que toute la famille gardait le nez obstinément plongé dans ses assiettes. Maria n'a pas prononcé la moindre syllabe en retour. Elle s'est contentée de les foudroyer d'un regard long, très long, et extrêmement lourd de sens. Un regard qui n'exprimait ni colère vindicative, ni amusement narquois. C'était juste le genre de regard perçant qui hurle en silence, « J'étais présente ce soir-là. J'ai tout vu. Et vos mensonges vous rendent totalement ridicule. » Kimberly a bafouillé, perdant le fil de sa phrase flatteuse en plein milieu. Ma mère s'est raclé la gorge avec un embarras évident, et a précipitamment changé de sujet de conversation. Léa s'est penchée vers mon oreille, et m'a chuchoté avec un sourire malicieux, « Elle s'imagine sérieusement que les gens gobent leur salade ?» Je lui ai répondu avec un clin d'œil complice, « Elle ne s'adresse pas aux gens, mon cœur. Elle s'adresse à leur propre reflet dans le miroir. Elles essaient juste de sauver leur pauvre image de marque. » Elle a hoché la tête avec sagesse. C'est quand même super embarrassant pour elle. Ça l'est, effectivement, ai-je reconnu avec un soupir amusé. Mais au fond, ça n'a plus la moindre importance. Nous n'avons pas eu besoin d'intervenir, pour rétablir la vérité. C'était devenu totalement superflu. Nous les avons laissés s'empêtrer dans leur version pathétique des faits. Toutes les personnes dont l'opinion comptait réellement à nos yeux, avaient déjà entendu, et compris, l'exacte vérité de cette histoire. Pensez-vous que je sois allé beaucoup trop loin dans ma démarche, ou au contraire, pas suffisamment loin pour leur donner une bonne leçon? Laissez-moi votre avis tranché dans la section des commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines histoires.